Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur N1, votre podcast 100% NBA des équipes de The Playoff. En cette période de post-season, on revient sur les matchs de playoff et on va terminer avec un petit tour d'actu. Comme toujours, je suis accompagné de mon fidèle acolyte fan d'Enix. Comment tu vas, mon Yaya? Bah écoute, ça va très bien. Alors fidèle acolyte, non mais je t'en prie, s'il te plaît, c'est moi l'ancien. Tu me dois un peu plus de respect que ça. C'est toi l'acolyte. Tu es un peu le Robin parce que tu te promènes tout le temps avec des collants. Mais oui, ça va très bien. Exactement. Aujourd'hui, on accueille un nouveau aussi dans le podcast et vous le connaissez sûrement si vous lisez les articles NBA. C'est Elian, comment tu vas? Écoute, bah moi ça va très bien. En plus, fan des Lakers, donc ça va un peu mieux du côté de Los Angeles. On aura l'occasion d'en parler dans le podcast. Mais je suis ravi d'être avec vous, les gars. Ouais, c'est top. Yaya, t'interviens aussi sur le podcast NFL Tailgate. Ouais. Pour les fans de Foot US, vous avez également le podcast D1 Elite une fois par semaine. Pour les fans de MLB, vous avez First Pitch. Et pour finir, chaque week-end de Grand Prix, vous avez votre rendez-vous F1 avec Warm Up. On va commencer, nous, avec les matchs de la nuit. Et on va commencer par le Warriors Rockets avec une victoire de Houston 109-94. Tu parlais de Robin, justement. Jimmy Butler qui avait annoncé il y a quelques jours qu'il était le Robin de Stephen Curry. Et bah lui, il s'est blessé au coccyx. Cette nuit, il a joué seulement 8 minutes et il sera donc indisponible pour une durée indéterminée. Les gars, selon vous, est-ce que maintenant Curry est trop seul? On a vu cette nuit que justement il était un peu à court de personnel autour de lui. Yaya, je vais te lancer en premier. Qu'est-ce que tu penses de cette blessure et de l'impact que ça peut avoir? Alors déjà, on ne connaît pas l'indisponibilité de Jimmy Butler, ça va être la première chose. Ensuite, attention, la vérité d'un match n'est pas la vérité d'une série. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. Personne ne voyait les Warriors repartir à San Francisco avec 2 victoires, 0 défaite. Donc, ils sont venus pour gagner, pour reprendre l'avantage du terrain. Ils l'ont fait. Je suis attention quand même. Ça reste une équipe de grognards. Ils sont capables de faire le taf sur l'ensemble de la série. Donc pour moi, attention. Euh, on va reparler après de ce match, je pense. Mais non, il sera pas trop seul. Je te dis, il y a quand même de l'effectif du côté des Warriors. Et puis, fallait peut-être pas non plus essayer d'avoir une autre blessure. Donc c'est plutôt bien. Ouais, c'est sûr. Mais après, on voit depuis son arrivée à quel point il a métamorphosé cette équipe. Comme tu l'as dit, il doit passer des tests aujourd'hui pour savoir un petit peu l'ampleur de cette blessure au coccyx. Elian, toi, c'est quoi ton avis si jamais il venait à être indisponible, par exemple, 2 ou 3 matchs? Ça a l'air d'être un petit peu la tendance. Bah écoute, moi je suis un peu plus dubitatif que Yaya, parce que Golden State n'avait pas du tout la même dynamique avant, bah, comme tu l'as dit, tu vois, avant que Jimmy Butler arrive cette saison. C'est vraiment lui qui a changé la dynamique. Et là où je suis aussi inquiet, c'est qu'on a vu un vrai réveil d'Houston. On a vu une vraie équipe deuxième de conférence Ouest cette nuit, je trouve. Quand on attendait Jalen Green, on l'a vu cette nuit, 38 points. Alperen Şengün avait été bien trop seul au premier match. Donc moi, je suis un peu plus inquiet pour Golden State que peut l'être Yaya, je pense. Ouais. Moi, en fait, c'est plus dans le sens où est-ce que le match vraiment ils ont été le chercher réellement. Alors, je suis d'accord avec toi que si Jimmy Butler n'est pas là, c'est plus la même équipe, ok. Mais après, je suis pas certain non plus qu'il y ait un grand écart entre les deux. Et le fait d'avoir repris l'avantage du terrain, ils sont arrivés sur le match un peu plus cool. Fin de match, ils n'ont pas été obligés de faire un run et de se cramer pour inutilement. Ouais, c'est clair. Ouais. Justement, pendant ce match, ce qui a été vraiment marquant, c'était l'intensité physique. La Euh, bagarre, la bagarre. Avant le début de la série, enfin, on l'avait vu venir, hein, on se doutait que cette série allait tourner comme ça. Quand on voit des Draymond Green, des Jimmy Butler, justement, qui aiment un petit peu quand ça se frotte. Du côté de Houston, on a des joueurs qui aiment aussi l'odeur du sang, avec des Carrément. Dylan Brooks, des Steven Adams, même des Amen Thompson. Justement, c'est Amen Thompson qui a provoqué la chute de Jimmy Butler. Mais quand on revoit les images, c'est Draymond Green qui le pousse dans un premier temps. Donc justement, on a pas mal
On a eu pas mal d'intensité physique cette nuit, de petites bagarres, de bousculades, etc. Est-ce que pour vous, on est allé trop loin dans ce match-là? Yaya, qu'est-ce que t'en penses? Je te lance en premier. Ok. Alors moi, je vais te dire, ayant connu le basket des années 90, j'ai envie de dire, c'est du pipi de chat, quoi, tu vois. Effectivement, pour vous qui aimez le basket soft, oui, je peux comprendre que ça surprenne. Alors après, la faute, elle est dirty. Après, Thompson, il est pour rien, clairement. Il se fait balancer. Il retombe sous Jimmy, ouais. Mais après, effectivement, sur des écrans, il y a eu des choses. Le match 3, ça va être tellement revu à la vidéo qu'ils vont envoyer la NBA va envoyer des policiers et au premier contact, ça va tellement siffler. Donc, moi, je pense que la vérité, comme je disais tout à l'heure, la vérité d'un match n'est pas la vérité de la série. Mm. Ça va se calmer, et voilà. Donc, je pense que Draymond Green avait envie de se la donner. Il a cherché un endroit pour passer ses vacances. Je pense qu'il a trouvé des copains à Houston. Ouais, c'est clair, on l'a vu un nombre incalculable de fois accrocher Dylan Brooks, faire des écrans musclés, etc. Elian, selon toi, est-ce que tu rejoins Yaya sur le fait que l'intensité physique va un petit peu baisser? Est-ce que tu penses au contraire que justement là, les Warriors vont vouloir un petit peu se venger de la blessure sur Jimmy Butler? Est-ce que tu vois les arbitres vouloir calmer les choses, sanctionner pour pas que ça dégénère? Qu'est-ce que tu en Bah, penses? pour moi, déjà, l'intensité, elle est top parce que c'est l'intensité qu'on attend d'un match de playoff. Si je peux dire quelque chose, c'est que je pense que Houston a plutôt intérêt à garder ce type d'intensité si justement ils veulent prendre les matchs. Et pas se faire sortir de leur match par entre guillemets la mauvaise intensité que peut mettre Draymond Green et l'anémosité qu'il peut apporter avec son expérience. C'est pas Green qui va finir exclu, mais c'est plus un Amen Thompson, un Şengün qui sont un peu plus jeunes, qui vont peut-être être un peu plus frustrés facilement. Donc attention à pas rentrer non plus dans le jeu du plus con, si je Ouais. peux dire, mais Même sur plus de l'expérience, c'est vrai que garder ça peut jouer. l'intensité. Ouais, Mm. plus de garder l'intensité physique qui pour moi leur a fait gagner le match et qui aurait pu leur faire gagner le premier match parce que il me semble que le premier match au rebond offensif c'est genre 22 rebonds off pour Houston contre 6 pour Golden State. Enfin, c'est juste qu'ils ont eu un manque d'adresse incroyable, mais s'ils gardent cette intensité, déjà à l'intérieur, je vois pas grand monde stopper Şengün sur cette série et pour la suite, je pense que c'est bon signe. Ouais, c'est clair que clairement la force de Houston, on sait que c'est clairement pas l'adresse au tir, mais justement s'ils peuvent avoir des rebonds offensifs, comme tu dis, ça donne des secondes chances et donc plus de chances potentiellement de rentrer ces tirs-là. Yaya, un Oui, petit prono sur le match qui arrive là entre les deux équipes. Qui est-ce que pour toi, qui est-ce qui va le prendre? Warriors. Warriors, même sans Jimmy Butler, parce que là, Eh on ne ben, sait pas encore s'il sera disponible ou pas, mais la tendance est quand même et à je, une absence. je reste droit dans mes bottes. Je le dis depuis le début que c'est en 5 pour Golden State en 5. Ils ont l'expérience, même à deux, même les deux anciens, ils seront capables. Et Steve Kerr est capable de outcoacher Udoka. Donc, moi, je reste sur ma ligne de conduite depuis le début. Je pense que Golden State a tout pour sortir Houston. Ok. Et Lyon, toi, petit prono sur le match, le troisième match. Bah, je vais dire le contraire, même si je pense que ça va se jouer à pas grand-chose. Mais encore une fois, je reviens sur l'axe des rebonds, de la raquette. Déjà, Jimmy Butler, c'est un joueur hyper actif dans tous les secteurs du jeu. Mais à Houston, on a aussi Steven Adams, Jabari Smith qui sortent du banc et qui sont capables aussi de prendre pas mal de place dans la raquette. Donc, en fait, je vois bien dominer physiquement une équipe des Warriors sereine, mais plus fragile qu'on le pense. Quand on voit un peu la saison avec les bas qui ont commencé, puis après, ça a été beaucoup mieux sur la deuxième partie de saison. Donc, je pense que sans cette énergie apportée par Jimmy Butler, je vois Houston gagner le prochain match. Je suis pas d'accord avec ça parce que ils ont quand même ils ont pas eu de bol ils ont eu des creux dans la saison, mais ils gagnent quand même pas mal de matchs. Enfin,
Enfin, Ils sont quand même en difficulté avant l'arrivée de Butler. Ils sont pas encore. Ils sont ça même. fait, ça Ils fait sont dans le partie, play-in peut-être, mais mais ça fait partie des aléas d'une saison. Et puis c'est tellement serré. Si tu veux, c'est pas tant que ça, quoi, tu vois. Ils font quand même une saison à 48 victoires, quoi. oui, 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 c'est Ils vrai. sont, Mais ils Houston, sont, pardon. tu vois, à 2 victoires près, ils sont troisième, quoi. Donc oui, ils ont eu un creux, mais en ayant eu un creux, tout ça, et je suis d'accord avec toi que l'arrivée de Butler a fait grand bien, mais il n'y a pas que, enfin, je- comme je l'ai dit, c'est lundi, il a comblé le vide laissé par le départ de Klay Thompson. Ouais. Mais et surtout, c'est ce que ça permet à Curry de faire. Mais faut pas non plus 48 victoires, c'est quand même pas mal, quoi. Donc non, je trouve qu'il n'y a pas tant d'écart que ça entre les deux équipes. Et eux, ils ont un truc, c'est l'expérience. Ça Et c'est vrai. voilà. Ça c'est vrai. C'est clair. On va passer sur une autre série, justement, sur les Lakers de Elian, qui ont gagné, justement, face aux Wolves, 94-85. Il y a désormais un partout dans la série. Luka, il a fait du Luka. Et LeBron et Reeves, par contre, ils sont pas au top. LeBron, ça allait un petit peu mieux, mais on a vu Austin Reeves rater énormément de shoots, notamment des shoots à 3 points grand ouverts. Il est à 0 sur 6, il me semble, sur ce dernier match. Elian, selon toi, est-ce que Austin Reeves va devoir se remettre dedans pour que les Lakers soient plus sereins? Moi, je me fais pas de soucis pour Austin Reeves. Comme l'a dit Yaya tout à l'heure, un match ou deux, ça reflète pas forcément une série. Je pense qu'il va trouver ses shoots, qu'il va trouver ses spots, qu'il va se mettre en confiance. Euh, moi, je pense vraiment que ça va venir pour Austin Reeves. Doncic, quant à lui, surdomine la série et je pense que ça va continuer comme ça toute la série. Malheureusement pour les Wolves, je ne le vois pas, je ne les vois pas stopper Doncic. Mais je pense que vraiment, si on reste sur Reeves, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il fait une superbe saison. Ça va aller dans le prolongement, même s'il y a des super défenseurs à Minnesota, je pense il va savoir s'ajuster. Yaya, je te vois hocher de la tête, lever les yeux au ciel depuis le début. On sait que toi, même avant les playoffs, tu disais que les Wolves allaient en Depuis le mois de finale de février. conférence minimum. Depuis le mois de février. Donc, j'aimerais bien avoir ton avis justement sur cette série, sur les deux premiers matchs. On a eu quelques éléments déjà avec ces deux premiers matchs. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je pense que tant que Luka Doncic sera aussi haut en scoring, les Lakers ne peuvent pas gagner la série. Ok. Je pense il a plus intérêt à être playmaker dans cette équipe que scoreur. Oui, il doit scorer, effectivement, il doit amener ses 25 points. Guère plus, il doit surtout faire jouer les autres, surtout mettre en orbite sur tonton LeBron et également remettre en confiance Austin Reeves. Et je pense que le fait qu'il garde autant de ballons, il ait autant de shoots et il score autant n'est pas bon pour les Lakers. Il y a besoin d'un meilleur équilibre et c'est par rapport à ça. Et Minnesota fait en sorte que de bloquer les autres joueurs et lui, bon, bah vas-y, Badou, ok, super. Ils sont venus au premier match, le couteau entre les dents. Ils ont gagné le match. Derrière, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Quand tu as une équipe qui est à l'extérieur sur les deux premiers matchs, ton objectif, c'est de gagner un match. Ils ont fait leur objectif. Le deuxième, ils sont allés, ils ont dit, OK, les Lakers, maintenant, à vous de voir. Ils ont fait leur match. Pas non plus exceptionnel, les Lakers. Ils peuvent faire beaucoup mieux. Mais eux, ils étaient vraiment... ils étaient restés à Malibu, hein, clairement, du côté de Minnesota. Donc l'objectif, ça va être pour les Lakers d'aller gagner au moins un match et reprendre l'avantage du terrain. Est-ce qu'ils sont capables? Je pense que tactiquement, le fait de laisser Luka aussi haut en termes de scoring, bah, c'est pas forcément bon pour les Lakers. Ok, c'est vrai que dans ce deuxième match, justement, on a vu un premier carton de Luka Doncic vraiment impressionnant avec 16 20 points. points, 16 points, c'est 16 ça. points. Mais 15, Euh, 15 les Wolves. Il Exactement. avait... Et justement, dans le reste du match, il avait été beaucoup plus playmaker. Donc, il termine avec 9 passes décisives. Justement, dans le C'est pas premier assez, match. c'est pas assez, c'est pas assez. Il doit Ok. faire plus de passes décisives. Beaucoup plus. Beaucoup plus que 10 passes décisives. Ouais.
Avec, Ok. avec les joueurs qu'il a autour, il a 2 joueurs à côté qui doivent apporter ces 15 passes décisives. Ouais, mais justement, tu vois, au Game 1, il avait fait une seule passe décisive parce que autour de lui, personne mettait dedans. Là, au deuxième match, les joueurs des Lakers sont mis dedans, mais Austin Reeves a raté beaucoup. Euh, Tu penses que c'est que à cause de Luka, toi? Tu penses pas que c'est les Moi, je pense joueurs que qui ratent tacti- et tactiquement, il isole. Du côté de Minnesota, il isole. Ils font en et- sorte qu'il garde la balle sur le pick and roll, notamment avec Rudy Gobert qui en enfin c'est vrai qu'ils se retrouvent souvent ouais, un contre un contre lui, ouais. ouais. Et le but du jeu, ça va être surtout d'éviter. Ce qu'ils veulent, c'est éviter les pénétrations de Luka. Ils Mais font, ils- Tu vois, pour- sur le pick and roll, il est, il défend limite comme un safety, quoi. Donc du coup, j'ai plus le terme, excusez-moi, mais voilà. Donc mais pour moi, il est en Lucas. drop. Pardon, excuse-moi. Il Ah, défend en drop. J'ai retrouvé le terme. ok. Il défend en drop sur Luka. Donc du coup, effectivement, lui, ben, il a plus de playmaking. Ben vas-y, shoot, grand. Badou. Mais il va pas mettre tous ses 3 points. Voilà. Donc Et c'est sûr que depuis le début de la série, il est assez adroit, mais il n'a pas encore eu de crise d'adresse comme il peut avoir souvent. Et Lyon, tu voulais dire quoi, toi? Ouais, bah, pour moi, Lucas, en fait, je pense que il est venu pour ça quand même. Je veux dire, LeBron, c'est plus le gars qui va te mettre 40 points, forcément. Enfin, ça va arriver encore. On ne sait pas jusqu'à quand, mais ça arrive encore de temps en temps. Mais pour moi, Lucas, il est quand même venu pour apporter ce scoring, pour devenir ce franchise player à Los Angeles. Donc, en fait, ça me choque pas qu'il mette autant de points en playoff. Il l'a toujours fait et il le fera encore avec les Lakers. Je veux dire, c'est quand même son ADN. Après, si tu veux qu'il fasse plus de passes décisives, ok, c'est possible. Mais scorer, pour moi, c'est pas forcément une tactique de Minnesota de se dire on va le laisser scorer. C'est Lucas est instoppable en fait. Donc on peut pas le stopper. Donc c'est forcément qu'il va scorer autant de points. Donc ouais. je pense que c'est plutôt ça que c'est une tactique de le laisser. Ben, moi, je pense que c'est la tactique, c'est de dire ok, Badou, mais derrière, ils empêchent les autres de se mettre en rythme. On parlait de Reeves tout à l'heure, mais il n'a pas de rythme sur les shoots, tout ça. Donc, en fait, si derrière, sur la sortie de pick and roll, tu bloques et tu l'obliges à squatter la balle et pas trouver les décalages, ben derrière, s'il lâche la balle, il y a plus de 1 contre, enfin, c'est de 1 contre 1 encore. Donc, ils n'arrivent pas à trouver la clé et en laissant la balle aussi souvent dans les mains de Luka, tu donnes pas de rythme et de confiance aux autres joueurs. Tu Et vois, c'est dans ce justement, sens. justement, Yaya, est-ce que selon toi, si jamais Reeves continue d'être un peu dans une panne d'adresse et de confiance, est-ce que ce serait une piste pour JJ Redick de le faire sortir du banc et de lui donner plus de minutes sans Luka pour que justement il ait la balle en main, qu'il puisse monter la balle, un petit peu organiser l'attaque? Est-ce que On l'a c'est. vu le faire pas mal de fois l'année dernière. Ouais, mais je suis pas sûr que ce soit son poste naturel. Donc, oui, sortie du banc, pourquoi pas. Faut voir Avec un comment. Vincent, par exemple, Ouais. qui serait plus Ouais, mais organisateur et qui tu passe mets qui, les. tu mets qui dans le 5 à sa place? Ou alors tu le fais sortir beaucoup plus tôt. Soit Ouais. tu laisses toujours dans le 5 pour la confiance, mais tu changes les rotations. Mais c'est pareil, on est en playoff. Donc ça veut dire que tes joueurs majeurs, ils vont faire leurs 38-40 minutes. Mm. Ah non, c'est clair, Donc c'est clair. il aura toujours. En fait, c'est toujours la quadrature du cercle. Donc j'aurais une petite tendance, effectivement, à lui laisser. Mais tout seul, enfin, sans Lucas, il n'est pas si créateur que ça, Austin Reeves. Ouais. Il est Mais par plus exemple, finisseur, mais il faut lui donner la balle plus vite. ouais. Ok. Justement, je voulais aussi, pour terminer, qu'on revienne sur un élément que tu as mentionné tout à l'heure, Yaya. C'est le fait que Gobert était énormément exploité par les Lakers. On l'a vu souvent en 1 contre 1 face à Luka. Est-ce que, selon toi, Yaya, c'est une clé qu'ont trouvé les Lakers? Ou alors est-ce que c'est au contraire une volonté de la part des Wolves de se faire battre comme ça? Alors, c'est une tactique qui est utilisée en playoff depuis Utah, quoi. On sait que la vraie force de Gobert, c'est d'être rim protector. Il Ouais, est près du élite. cercle, de ne pas Il se est faire emmener au élite. large. Ouais. Mais si tu l'amènes avec un pick and roll
et même avec un short roll et que tu switches, bah, tu te retrouves avec un mismatch. Donc forcément, il ne sert plus à rien à l'extérieur, il ne sert plus à rien. Mais je trouve qu'il défend pas si mal que ça. Hein. Il se jette pas. Mais après, c'est que les attaquants sont super forts. Quand tu es face à un Luka, il est super fort. Mais on sait très bien que tant qu'il ne punira pas de l'autre côté du terrain, bah ça va être compliqué, quoi. Donc tu te retrouves avec un mec, ton défenseur élite, qui est plus là pour contrôler la raquette, donc qui va venir en aide et qui va toujours dévier quelques tirs, tu vois. Mais de l'autre côté, il va falloir, à un moment ou l'autre, au match 1, je crois qu'il a 2 tirs. C'est pas assez. Ouais, il est à 6 points à peu près sur les Et 2 matchs. oui, donc, tu vois, à mon avis, je pense que dans le match 3, le match 4, Minnesota va vouloir un peu plus pénétrer et une fois qu'il y aura des aides, il aura des ballons en l'air et il faut lui donner les ballons en l'air, près du cercle. Et c'est comme ça qu'il faut le sanctionner. Justement les Lakers qui n'ont pas de grands. Ouais, c'est sûr, même Jackson Hayes, il joue pas énormément de minutes finalement. On voit beaucoup de 5 extrêmement petits avec du LeBron, du Vanderbilt, ça va, mais L'objectif, c'est de jouer petit pour sortir de l'équation Rudy Gobert, qui est en problème. Exactement. Ouais, Elian, tu Ouais, veux t'exprimer? pour rebondir là-dessus, moi je suis là-dessus, je rejoins totalement Yaya. Pour moi, avant la série, Rudy Gobert, en fait, c'était soit l'élément exposé, soit le facteur X qui allait peut-être donner plus de chance à Minnesota. C'est-à-dire que s'il commence à arriver à exposer, lui, en attaque, la défense des Lakers, si on commence à arriver à le trouver en l'air, les Lakers, ils vont pas avoir d'autre choix que de faire, comme tu dis, rentrer peut-être un peu plus Jackson Hayes, trouver un grand pour le défendre. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ils n'arrivent pas trop à trouver Rudy Gobert en attaque et du coup, il est forcément exposé en défense face au small ball des Lakers. Donc, à voir pour la suite de la série. Mais comme l'a dit Yaya, c'est soit le facteur X qui te permet de gagner, soit ça va être l'élément qui va être exposé. Donc, ça peut être un peu qui tout double pour Rudy Gobert. On va voir si dans les prochains matchs, il va trouver la solution. Ouais, et justement, c'est pour ça que je tendais la perche à Yaya tout à l'heure. Justement, ce choix de la part des Lakers, est-ce que tu penses que ça peut les mettre en péril, justement, les Wolves? Et du coup, je te demande un petit prono comme tout à l'heure pour le match 3. Moi, je vois Minnesota. Ok. Moi, Même si les Lakers continuent d'exploiter Rudy comme ça. Mais je suis pas sûr que ce soit à leur avantage. Hein. Ok. Vraiment pas. Et en plus, tu as un ancien Angelino qui a le couteau entre les dents, qui aimerait bien les sortir. Et Ouais, Julius Randle, ouais. Carrément, ouais. Moi, je vois bien Randle faire un match dont il a le secret, tu vois. Ok. Et Lyon, toi, petit prono? Ça va pas se jouer à grand chose. Hein. Encore une fois, l'Ouest, de toute façon, c'était tellement serré la saison régulière que les matchs vont être très serrés encore une fois en playoff. Mais du coup, je vais dire les Lakers, puis on verra la semaine prochaine. Mais pour moi, je pense que ça va être les Lakers qui vont le prendre et que le Game 4 sera pris par Minnesota et que on arrivera à 2 partout. Mais je suis assez d'accord sur le Julius Randle game. Je pense qu'il y en aura un dans la série. Je pense que ça fait pas de doute. Mais sinon, voilà. Du coup, je la donne aux Lakers pour le Game 3. Ok, on va rester avec Los Angeles, mais cette fois-ci, on va passer aux Clippers. Face aux Nuggets, justement, les Clippers qui ont gagné le dernier match. Victoire très serrée, 105-102. On est désormais à un partout, là aussi, dans cette série. Kawhi, il a été vraiment énorme. Jokic, il termine en triple-double, mais il a clairement pas fait un de ses meilleurs matchs. Il y a eu énormément de pertes de balles. On l'a vu même flopper. Il jouait clairement à l'envers, alors que c'est pas son habitude. Quels enseignements vous avez pu tirer de ces 2 premiers matchs? Yaya, tu commences. Merci. Ok. Le match 1, les Clips étaient vraiment pas loin de le prendre. Et le match 2, ils l'ont pris. On a une équipe de Denver. Clairement, il y a un truc qui est cassé. Il y a eu un changement de coach. On sent qu'il y a quelque chose de cassé. Adelman n'avait jamais perdu un match, là il le perd. Effectivement, c'est un Kawhi game. Kawhi qui a été complètement transparent, fantomatique, comme vous voulez,
au match 1 Mm. et, C'est même méconnaissable. Hein. ouais, et Powell aussi. Donc Ouais. quand tu vas en prolongation avec 2 de tes 3 meilleurs joueurs Qui sont pas dedans, ouais. qui sont pas dedans, bah, tu te dis ça va être dur pour Denver. Et effectivement, là, Kawhi fait un excellent match. Je crois qu'il fait combien 14 sur 19 au shoot, un truc comme ça, Ouais, 15 ou sur Ouais, 19. 15 il sur est à 19. 39 ouais. points, ouais. Il finit à 39 points. Qu'est-ce que tu veux faire face à ça? Et en face, bah, il peut arrêter tout le monde. Il peut arrêter du 4 au meneur. Mm. Donc, donc, en fonction des besoins. Donc, quand il joue comme ça, c'est injouable. Et puis derrière, ben, ça libère tout, tu vois. Du coup, Powell est un peu plus libre, Harden est plus libre, Zubac, on n'en parle pas. Mais voilà, donc tout devient plus facile quand ta star joue comme ça, quoi. Mm. C'est clair. Elian, toi, t'es de cet avis. Est-ce que, selon toi, les Clips ont définitivement pris l'avantage là? Je rejoins totalement Yaya pour cette série et sur les 2 premiers matchs. Je pense que les Clippers, ce qui est marrant, c'est que chaque année, les années précédentes, on les attend. C'est un peu l'année où on les attendait le moins finalement et où ils ont peut-être le plus de chances de faire quelque chose. L'équipe a l'air super équilibrée et quand Kawhi nous rappelle quel joueur il peut être, d'un coup, tout devient plus facile. Enfin, je veux dire, quand on a un Kawhi aussi propre, aussi fort, les Clippers, ils commencent à avoir beaucoup d'armes. Avec James Harden qui nous refait une saison de All-Star et qui n'a pas peur des playoffs, ça on le sait. Je pense vraiment que les Il n'a pas, Clippers ont pris un bel et gros avantage. Pardon. il a pas peur de shooter non plus, hein. Ouais, c'est James Harden. C'est clair. Après, par contre, on a Norman Powell, hein, comme tu l'as dit, Yaya, qui a fait un mauvais premier match, mais le deuxième, il est clairement pas très bon non plus. Il termine avec seulement 13 points et 3 passes décisives. Ouais. Là, avec le fait que les Clippers ont repris l'avantage du terrain, est-ce que tu vois clairement les Nuggets pouvoir se remettre dedans et en gagner un à Los Angeles ou pas? Ça va être dur. Ils ont besoin de plusieurs facteurs. C'est que Jokic soit à son niveau, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais derrière, Murray doit encore step up. Porter Junior doit marquer et Aaron Gordon doit être nourri. Tant que tu n'as pas ces 4 joueurs qui sont au top, bah, tu ne peux pas espérer grand-chose en fait. Donc pour moi, tout part des meneurs. Donc Jamal Murray, qui n'est pas un vrai meneur, qui est un meneur qui peut jouer meneur parce qu'il y a Jokic qui joue, qui, de par sa position, joue un rôle de meneur en poste 5. Mais c'est tout, quoi, tu vois. Donc, mais tant que Jamal Murray ne marque pas plus que de raison, bah, ça va être compliqué, quoi. Et il faut qu'il ait Ouais. un impact sur le jeu. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un problème de banc, Elian, chez ces Bah, Nuggets? peut-être, mais moi, ce que je veux dire, c'est que aussi les Nuggets cette saison, on a l'impression que où ils en sont au classement et tout, Jokic était peut-être un peu l'arbre qui cache la forêt. Dans le sens où ce que je veux dire, c'est que l'équipe elle est peut-être un peu has-been pour penser gagner encore aujourd'hui. Je veux dire, il y a des joueurs de l'équipe championne, mais ils sont un peu, ils sont plus au même niveau qu'à l'époque où ils étaient champions. Et encore une fois, comme tu l'as dit, le banc, euh, à l'époque où ils sont champions, il y a Bruce Brown, il y a Cadwell Pop, enfin il y a des joueurs capables d'apporter un plus qu'ils ont un peu moins aujourd'hui. La rotation, elle se limite très rapidement. Donc je pense que ça va être très compliqué pour eux de prendre un match à Los Angeles si les autres ne step up pas. Ou alors, il faudrait un match, un Jokic game comme il sait nous le faire, voilà, où vraiment il est en surdominance et ils le prennent en fin de match, dans une fin de match hyper serrée, quoi. Mais sinon, je vois pas trop comment ils peuvent prendre un match à Los Angeles, surtout que ce sera les premiers matchs dans la nouvelle salle. Je pense que ça va être le feu. Je les vois pas trop prendre un match à Los Angeles. Ouais, c'est sûr que l'Intuit Dome, il a l'air assez impressionnant. Mm. Et pour ce qui est de Jokic, je trouve que Zubac, il fait un excellent début de série. Face à lui, il lui pose des problèmes. Alors, on n'empêchera jamais Jokic de faire du Jokic, mais on peut au moins le limiter ou le forcer à faire des mauvais choix. Et je trouve que c'est ce que Zubac a réussi à faire justement dans ce Game 2. Yaya, tu es d'accord avec Elian? Toi, tu les vois pas prendre un match à Los Angeles?
Faut jamais sous-estimer le cœur d'un champion, disait Rudy Tomjanovic. Après, ça sent un petit peu... ça sent pas très bon du côté de Denver. Tu vois, il y a un truc, moi je trouve qu'ils ont des destins assez parallèles avec ton équipe de cœur. Tu vois, avec les Bucks. Ouais, un peu vieillissant, un peu... un joueur star, mais un peu tout seul. Et tu vois, Jamal Murray un peu en Middleton, quoi. Ouais. Qui perd de l'influence et du coup, il se retrouve un peu tout seul, Jokic. Donc, non, tu vois, ça ressemble un peu à ça, quoi. Bon. Après, eux, au moins, ils ont réussi à prendre un match. Pas comme les Bucks. Oui, mais ils ont pas non plus Doc Rivers sur le banc. C'est clair. Mais ouais, c'est quand même une équipe qui sait gagner et qui est talentueuse. On est sur des playoffs NBA. Ils peuvent en gagner un match. Ils peuvent aller gagner un match. Après, la série, honnêtement, elle est illisible. Là, aujourd'hui, c'est beaucoup trop près. Les Clippers ont surdominé les 2 premiers matchs. Ils auraient dû être, s'ils avaient mieux géré, ils auraient dû être à 2-0 à l'extérieur. Mais Denver sait s'accrocher et sait gagner et contrairement aux Clippers qui depuis des années, chaque fois qu'on les attendait, n'ont jamais gagné, n'ont jamais été jusqu'au bout. Donc je serais pas aussi catégorique qu'Elian, mais allez. Quand même pas trop de motifs d'espoir, quoi. Moi, je tombe pas de ma chaise s'il y a 2-2. Ok. Ouais. Ok. On va passer, messieurs, désormais à la draft, puisqu'on a eu en début de semaine Cooper Flagg qui a annoncé officiellement qu'il se présentait à la draft 2025. Je pense qu'il y a un paquet de GM qui ont pu souffler un bon coup parce que ils sont nombreux, les équipes sont nombreuses à avoir tanké en espérant l'avoir. Donc, je vais commencer avec Elian. Dans quelle équipe est-ce que tu aimerais voir Cooper Flagg? Tu dois donner 2 équipes. Je vais peut-être surprendre des gens avec la première équipe où j'aimerais le voir, mais en fait, je pense qu'en termes de talent, il y a de quoi faire. Ce sera Charlotte. En fait, mais il souhaite pas du malheur, le pauvre. Mais Charlotte, Charlotte, on peut pas. Il y a la Melo Ball, on peut pas. Il flingue tout le monde. C'est un cancer du basket. Laisse-moi dire. Je pense que en fait, pour une équipe qui a tanké, si dans l'espoir où tu peux avoir une saison complète de la Melo Ball et de Brandon Miller, en fait, tu as déjà 2 énormes talents. Donc, ça veut dire que tu rajoutes un talent générationnel et tu as peut-être quelque chose qui peut faire une équipe qui est capable de faire quelque chose en saison régulière. Pardon. Après, si je dois dire une deuxième équipe, mais là, c'est plus un peu pour le côté français, c'est aux Wizards pour le voir à côté de Alexa et Bilal Koulibaly, juste pour le kiff, quoi, de me dire qu'il est aux Wizards avec les 2 Français. Ça, j'aimerais bien. Mais là où je pense que ça pourrait faire un bon fit, c'est Charlotte, personnellement. Ok, et c'est vrai que Charlotte, ils ont énormément de talent, même avec Mark Williams, mais c'est vrai que les blessures, la gestion de l'équipe, des joueurs, ça a l'air assez étrange. Je comprends Yaya sur sa réaction, même si le talent est là. Mais donc, Washington, Charlotte, c'est 2 des 3 équipes qui ont le plus de chances de récupérer Cooper Flagg, enfin le first pick, puisqu'ils ont 14% de chance, tout comme Utah. D'ailleurs, c'est le 12 mai qu'aura lieu la loterie et où on saura qui aura ce premier choix, parce que Flagg, Yaya, ça a l'air un petit peu sûr et certain que ce sera lui qui sera choisi en premier. Oui, les mocks sont assez unanimes. Depuis qu'il est au lycée, il est vu comme un futur. Il a fait un one and done, futur numéro 1 de draft. Je reste prudent sur le joueur. Il vient d'une fac. Alors c'est Duke. Ouais, Phil Jackson qui disait, à part Grant Hill, il y a eu que des tocards qui sont sortis de Duke, tu vois. Enfin, il a pas dit comme pour ça, Tatum, sympa pour. Il Ils sont nombreux pourtant. Il y a quand même du monde. Mais si tu veux, il y a combien de mecs qui sont sortis de Duke qui sont MVP NBA?
Ouais, Voilà. ouais, mais comme de beaucoup de facs dans ce cas-là. Enfin, il y a pas, enfin, c'est C'est sûr compliqué que, d'être vu la MVP. réputation de Duke, Oui, c'est mais sûr regarde qu'il North pourrait y en avoir Carolina, plus. Ouais, voilà. ouais. Mm. Non, mais Duke, c'était surtout avant parce que c'était un gros programme universitaire et que les joueurs derrière sortaient pour le système universitaire, pas pour. Maintenant, ils forment un peu plus pour la NBA, mais j'attends de voir. Il faut qu'il tombe bien. Est-ce qu'il aura les clés du Justement, dans camion? quelle équipe t'aimerais le voir, toi? Effectivement, Washington, ce serait sympa pour les Français, ça ferait Mm. une bonne base. Et Euh, puis je trouve que cette équipe, elle est plutôt bien construite. Je trouve qu'ils à essayent part Jordan Poole. Oui, exactement, mais je trouve qu'ils essayent de le faire dans le bon sens. Et tu vois, je pense que Jordan Poole, c'était plus une opportunité qu'ils Bah, ont saisie, mais je les Grave. vois clairement pas construire autour de lui, en fait. Non. bah non, Et mais et c'était surtout parce que Chris Paul voulait pas rester. ouais, c'est ça, c'est ça. Donc je trouve qu'ils ont récupéré un joueur qui était valuable au moment où ils le récupèrent. Et dans tous les cas, là, le fait d'avoir ramené Marcus Smart, Chris Middleton, certes, ils ont des gros contrats, mais ils sont expirants Voilà. cette année ou l'année prochaine. Et justement, ça peut un petit peu mentorer tous ces jeunes joueurs. Donc c'est vrai que je suis d'accord avec vous deux. Washington, moi, j'aimerais vraiment, vraiment les voir drafter Cooper Flag. Et si jamais ils peuvent ajouter un bon meneur ou quoi, ce serait incroyable. Ouais, c'est ça. Ce qu'il leur faut, c'est un meneur. Carrément. Carrément. Et moi, alors par contre, c'est sûr que je le vois surtout pas à Charlotte, parce que tant que la Melo Ball sera là, tu pourras rien faire. Donc Bah, c'est sûr que tu peux mettre n'importe quel joueur. Le gars, c'est pas un joueur de basket. Je suis désolé, il fait autre chose. Il va jouer au tennis, mais T'es voilà. dur. T'es dur pour un gars qui peut te mettre 28 points de moyenne tranquillement. Ouais, mais Moi, justement, je te trouve dur d'accord. quand même. Ouais, sauf que il a gagné combien de matchs de playoff? Il a allé combien de fois en playoff? Non, mais ok, je suis d'accord, mais C'est pas un joueur de basket. C'est pas un joueur de basket. Tu vois, on parlait de Jordan Poole, c'est pareil. Tu vois, c'est ce joueur Jordan de Poole, il a génération. une bague. Hein. ouais. Ouais, mais parce qu'il était entouré et qu'il Ouais, a non, eu, mais c'est sûr. il a eu des. Mais regarde, Quand il est cadré, il est bon. mais pour l'instant, Ouais, voilà. Lamelo, il n'a pas été entouré aussi. Enfin, il a Mm. pas ses premières saisons NBA. Oui, Je suis désolé, mais c'est difficile de faire quelque chose. Oui, mais maintenant il a un gros contrat, tout ça, il doit être. Il doit faire mieux. Je suis d'accord. Ah Je suis ouais, d'accord. et puis une fragilité, enfin, laisse tomber quoi. Oui. Et Ouais. même, on le savait. Et puis, enfin, bref. Bref, on va revenir sur Voilà, le sujet. Donne-nous la une deuxième équipe, équipe, Yaya. moi, où j'aimerais beaucoup le voir, et pareil, c'est un peu cocorico, entre guillemets, c'est du côté de San Antonio. Ah oui, c'est Laisse le tomber. fantasme Laisse qui anime tomber, tout là. le monde. Ouais. Bon, San Antonio, ils ont 6% de chance, donc clairement, c'est pas les favoris. Bah, regarde Mais c'est vrai Atlanta l'année que. dernière. Regarde Ah, mais c'est clair, ils avaient 1 ou 2%, il me Non, semble, de c'est clair. chance. Et Donc, OKC, parce qu'ils ont des tours de draft de tout le monde, donc vu qu'ils alors, ont. ok, ici, ils ont le pic des Sixers si jamais il est hors du top 6, mais donc ça peut pas Ah ouais. marcher. Et après, je sais plus exactement. Je vais regarder ça, je vais te dire ça. Non, parce que faut savoir que Sam Presti a des photos intimes de tous les GM de, C'est clair. de la ligue. Hein. Il a récupéré les tours de draft de tout le monde. C'est clair. Il a Sud Mais Miami aussi, mais donc il n'est pas dans la loterie. Il me semble qu'ils n'ont pas de gros pics cette année. D'accord, ok. je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aimerais vraiment pas le voir à Utah. Ah oui, non, Après, clairement. je connais pas votre avis, mais pour moi, Utah, c'est un peu une équipe qui a pas encore trop de direction. Comparé aux autres équipes qu'on a citées, je trouve qu'il y a quand même un petit peu plus de direction déjà. Et ils sont Tu, vraiment au tout tu parles, début tu de parles leur. des deux qui sont cités parce que Charlotte, moi, je vois aucune direction. Hein. Waouh. En fait, depuis la draft de Brandon Miller, malheureusement, il a été blessé cette saison. Je trouve que il y a quand même eu un semblant de direction. Comme il te dit, il y a Mark Williams, il y a Lamelo Ball, même si tu n'y crois pas. En fait, Il y a il y a du Brandon talent, Miller, mais il je y a trouve du que sur la talent. direction, je rejoins Yaya. Hein. Mais, Ok. mais tu vois, en fait, clairement, c'est une équipe qui manque d'un leader, quelqu'un qui tient le vestiaire et d'un meneur, un vrai meneur de jeu. Après, on n'est pas à l'abri d'une belle intersaison. C'est justement comme ils ont du talent, etc. Oui, mais en fait, c'est toujours la même chose. C'est les petits marchés. Sur les petits marchés, tu n'as pas le droit de te planter à la draft. Ouais, voilà. Parce que tu vas attirer aucun free agent. Qui va vouloir aller à Charlotte? Bah après, s'il y a Cooper Flag, je pense Ouais. que pas mal de Ouais, joueurs peuvent. Moi, je trouve qu'on n'est pas à l'abri d'une belle intersaison pour Oui, mais Charlotte. C'est un peu Oui, comme mais San Antonio, Yaya, tu vois. Avec Victor Wembanyama, forcément, ça attire des gens. Alors,
Je Oui, dis mais pas que Flag a le c'est une talent de franchise, Victor, etc. Il y a c'est une plus Mais d'histoire, ouais. c'est une franchise respectée. Ouais, ouais, ouais. oui, c'est Charlotte, clair. Charlotte, C'est enfin, historiquement mauvais, Charlotte. Ouais. Ça, c'est vrai aussi. tu vois, et puis il y a aussi une chose, c'est que à San Antonio, t'as pas d'impôt sur le revenu, C'est vrai. Au Texas, t'as pas de c'est. taxes. Ok. Ouais. Justement, Luka Doncic l'a senti passer quand Ah, il est parti à Los Angeles. Surtout qu'il peut même pas avoir le Supermax. ouais. Dernière question sur Cooper Flag. On voit que la hype, elle est vraiment énorme aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Est-ce que pour vous, c'est un potentiel franchise player, Yaya? Le problème avec ces one and done, c'est que Il n'y a pas beaucoup d'éléments, mais après, on l'a vu non. Après, moi, écraser le lycée, l'université un petit peu pareil. alors moi, je vais te dire un truc. Le problème que j'ai, c'est que je vais faire le vieux con. Ces joueurs qui font qu'un an à la fac, ils n'ont pas appris le métier. Donc, c'est compliqué. Ça sera un bon joueur. Oui, de là être un franchise player, je suis pas sûr. Il manque 2-3 éléments, tu vois. Après, Entre avec le du moment temps, où tu. peut-être que ça Ouais, peut mais venir. oui, mais il faut qu'il tombe dans un bon environnement. Et le problème, c'est que à la draft, tu tombes forcément dans un environnement mauvais. Si tu Mm. tombes sur une mauvaise franchise, tu vois, bah, Ouais. typiquement, on a parlé de Charlotte, tu tombes à Charlotte. Il n'y a pas de direction, il n'y a rien. Il n'y a que des joueurs qui tirent la couverture à eux et qui arrivent pas à mettre un système. Tu fais quoi? C'est sûr que Bah, même New Orleans, qui ont le quatrième plus haut pourcentage de chance, ils ont 12,5%. C'est clairement pas non plus idéal. ouais, mais eux, attends, je suis Euh, désolé, mais eux, ils ont. Dejounte Murray aurait pas été blessé. Zion en bonne santé, ils font du grabuge. Hein. mm. Ouais, Non, ça je suis manque un peu pas. d'intérieur, mais c'est vrai Ouais, qu'ils ont voilà. été énormément touchés par les blessures aussi, hein, avec Herb Jones, avec Trey Murphy, Bah, Dejounte voilà. Murray, comme tu l'as dit, Hum, même Zion, c'est un peu mieux. Il se blesse moins, mais ouais. Après, c'est vrai qu'il y a des Brooklyn, même Philadelphie. Au final, ils ont 10% de chance. Clairement, ils ont le cinquième pire bilan, donc Ouais, mais avec donc un tu as peu dit de qu'ils chance. étaient protégés top 6, donc ça veut dire que Ouais. s'ils sont dans le top 6, il s'en va le Non, pic. non, non. Non, Si justement. le pic est C'est Ah, dans le c'est c'est top sûr. 6, l'inverse. ils le Ouais. gardent. Ah, ok. Ouais. Mais donc, ouais, j'aimerais bien avoir votre avis. Tiens, c'était pas prévu, mais juste à Philadelphie, qu'est-ce que vous en pensez? Euh, Philadelphie, compliqué, Faut pas lui compliqué. souhaiter de malheur. Ouais, compliqué. Enfin, après, ça peut être. Pour le coup, là, on est sur une franchise qui a su reconstruire. Enfin, ils l'ont déjà fait. Donc, ils n'ont pas été au bout, malheureusement. Mais ils ont quand même réussi à construire une équipe, à construire quelque chose. Après cette saison, ce qu'ils ont essayé, je vais pas dire que c'était voué à l'échec, parce que quand on a vu les joueurs, bon, en soi, les joueurs sont des bons joueurs, tu vois, genre, voire très bons joueurs si on parle d'un Embiid en bonne santé. Mais voir Cooper Flag arriver à Philadelphie, je- pourquoi pas en soi, mais c'est pas non plus ce qui me hype le plus. Ouais, Bah, il aura des bons jours autour de lui. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Si c'est Joel clair. Embiid revient un petit peu en forme, si Paul George arrête De faire des podcasts. avec ouais, De faire ce qu'on fait là. c'est ça. Mais Ouais, mais moi, je suis pas. On n'est pas joueur NBA. Hein. Ouais, c'est clair, c'est ça. c'est clair. Bon, on va passer maintenant sur Ace Bailey, qui a annoncé hier, lui aussi, donc qui s'inscrivait à cette draft. Alors, c'est un prospect qui est un petit peu étrange, puisqu'il est annoncé depuis longtemps deuxième ou troisième choix de cette draft, ultra talentueux. C'est un poste 2-3 de plus de 2,8 m. Énorme qualité offensive et défensive, mais beaucoup pointent du doigt son QI basket. Yaya, beaucoup le présentent comme un bust. Est-ce que selon toi, c'en est un? Et où est-ce que tu aimerais qu'il aille? C'est compliqué, tu vois, les joueurs NBA, les joueurs NCAA, de transférer ce qu'on a vu vers ce que peut aller. Et alors, s'il y a un problème de comportement, en fait, ça, on va vite le savoir. Pourquoi? Parce qu'il y a des interviews faites par les franchises. Il va il va faire des workouts avec tout le monde et ça va être vite vu. Hein. Ils le savent. Il y a des tests psy. Ils le voient très vite et surtout, est-ce qu'il est coachable?
C'est ça la vraie question. Et est-ce qu'il est capable d'un joueur qui était star depuis tout petit, est-ce qu'il est capable de devenir role player dans un premier temps? C'est ça en fait la vraie question. Donc effectivement, il est peut-être extrêmement talentueux. Moi, j'ai pas assez vu Rodgers. Hein. Ouais. S'il glisse, ça peut être une bonne opportunité, mais après, plus tu glisses, plus tu vas vers un spot de role player et d'être très très fort sur ce que tu sais faire. D'après ce que tu m'as dit, parce que quand on a préparé l'émission, c'est surtout un all-around player qui est capable de faire un peu tout, mais quelle est sa principale qualité? C'est toujours la même chose. En fait, quand tu parles de prospect, c'est, je reprends les mots de quelqu'un qui est cher à mon cœur, qui s'appelle Romain Leroy, qui est sur envergure. Un joueur de très haut niveau, il sait faire quelque chose de manière élite. Aujourd'hui, c'est quoi son point de force élite? Bah, d'après le profil, ça semble être un tough shot maker, donc prendre des tirs très difficiles et contestés et les rentrer. Et grâce à son corps, hein, comme je vous l'ai dit, il fait plus de 2,8 m. C'est un défenseur vraiment très bon. Alors après, il est très fin aussi, donc ça Oui, lui mais coûte ça, dans la défense et non, mais ça, dans l'attaque du cercle. Mais en NBA, souvent, il se renforce musculairement, donc ah bah, t'inquiète pas c'est un problème qui se règle. Ouais. ils vont lui trouver ce qu'il faut. Hein. Aussi, je pense que là où je pense que Cooper Flag, pour moi, je suis très optimiste à son sujet sur le fait qu'il peut changer le visage d'une franchise à l'instant où il va arriver en NBA. Concernant Bailey, comme tu dis, c'est un mec qui met des tirs difficiles, mais des tirs difficiles dans des équipes qui ont, encore une fois, par exemple, lui, s'il arrive à Charlotte, ce serait l'horreur. Là où je pense que si Cooper Flag arrive à Charlotte, ça peut vraiment changer les choses. Lui, c'est un gars, il va avoir besoin des ballons, il prend tous ses tirs après dribble. Donc, comme l'a dit Yaya, est-ce que ça peut se retranscrire à la NBA? C'est ça qui est compliqué, en fait. Alors, par contre, il a le potentiel pour être un 3&D magnifique. Enfin, le mec est hyper long, il sait mettre des 3 points. Je veux dire, c'est normal qu'il intéresse, il fait 2,8 m, c'est un ailier, c'est normal qu'il intéresse des franchises NBA sur le potentiel. Après, est-ce que dans sa tête, ça va le faire et est-ce qu'il va être capable de se dire je suis plus la star de l'équipe, mais je prends un rôle de défenseur élite et de mec qui sait mettre des gros tirs? Ça, c'est à voir. Ce sera un free and D. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, Non, mais au mieux, s'il accepte. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il est capable, dans sa tête, de dire bah ok, je suis un free and D? Ouais, c'est ça. Ouais, C'est la question. L'environnement dans lequel il va tomber, ça va énormément jouer. Et d'ailleurs, beaucoup sur les réseaux disaient que si jamais il glissait un petit peu et que par exemple les Spurs avaient le 4e ou le 5e choix, beaucoup adoreraient le voir aux Spurs puisque justement il serait cadré, il serait avec un franchise player clair, avec une organisation importante. Et son talent, ça pourrait être intéressant aux Spurs. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous hype ou est-ce que vous préfériez le voir dans une autre franchise? Ça me hype aussi. Même si c'est pas le joueur numéro 1 que je verrais, moi. Ouais. C'est qui, toi, Yaya, que tu pisterais, à part Cooper Flag, hein, puisque bien sûr, je pense que toutes les équipes en rêvent. Si t'es comment ça s'appelle San Antonio. Si t'es San Antonio, Harper. Pourtant, ils ont du monde déjà sur les lignes arrière. Ils ont De'Aaron Fox, ils ont Stephen Castle, ils ont Devin Vassell. T'en as jamais assez. Et puis même, tu peux Vassell, on est beaucoup à penser que... moi, clairement, je le traderais. Je suis d'accord aussi. Voilà, donc du coup, t'as jamais trop de talent sur les lignes arrière. On est une ligue qui est beaucoup sur les lignes arrière. Donc, il vient d'une famille de joueurs. Son père a été champion NBA. Donc, tu vois, il y a un truc. Donc, ça m'étonnerait pas, tu vois, que San Antonio se positionne là-dessus. Après, attention. Faudrait qu'ils aient de la chance à la loterie déjà. Ouais. Parce qu'à mon avis, il va partir pas avant le pick 2, voire 3 avec un peu de chance. Mais sinon, oui, c'est ça. Mais après, moi, tu me demandes qui. Ah oui, non, mais voilà. bien sûr. Bien sûr. Après, je reste. Enfin. Avec De'Aaron Fox, t'apprends avec De'Aaron Fox quand même. Tu vois. Oui, c'est clair. C'est propre. C'est très correct. Elian, toi, petite piste là, ce serait qui pour les Spurs? Ouais.
Bah, moi, honnêtement, comme on l'a dit, la Bailey, je trouve que ce serait vraiment top parce que, en fait, c'est un joueur, comme tu as dit, qui a besoin d'être cadré. Là où Cooper Flag peut, je vais grossir le trait, hein, mais peut, entre guillemets, cadrer une Voler la vedette. franchise, Ah, ok. lui, c'est l'inverse. Il a besoin d'une franchise qui le cadre, en fait. Donc, les Spurs, une équipe qui est déjà un peu établie, avec, comme tu as dit, Wembanyama en franchise player clair, je pense que ça le hyperait lui-même et ça peut être un très bon fit. Ok. Puis c'est un gros contreur, donc on aurait deux gros contreurs dans la même équipe. C'est clair que Ça là, va, pour aller dans la raquette des Spurs, il va falloir se lever tôt, je pense. Ouais. c'est clair. On va passer à Nolan Traoré, notre Français qui a annoncé tout à l'heure là que lui aussi se présentait à cette draft 2025. Lui, il était annoncé top 5 au tout début de la saison. Il est vachement tombé. Là, il est top 20 maintenant. Alors, il va avoir des 16e. playoffs avec Il a, annon- Saint-Quentin. il a annoncé 16e. Ouais, exactement. Mais même sur ESPN, il me semble, il était descendu vers la 18e place. Ça remonte un petit peu parce que là, il joue encore quelques matchs. Mais vous, dans quelle équipe vous aimeriez le voir? Euh, tu veux y aller, Yaya, ou j'y vais? Je suis en train de regarder Ok. ce qu'on pourrait avoir, mais San Antonio, effectivement, ça peut être sympa. Avec le pic des Hawks, par exemple, Ouais, qui serait dans ce range-là. ouais. Après, une équipe qui a besoin d'un meneur comme lui, ouais. Washington aussi, tu vois, si c'est un reach, enfin, s'ils arrivent à faire un trade pour récupérer des tours de draft, tu vois. Mm. Euh, Un tour de draft un peu tardif, ouais, fin de premier tour. Bah, C'est clair que ça il pourrait est être. projeté aux alentours de 15. Alors Ouais, après, faut pas. Il y a juste une chose qu'il faut dire aux auditeurs, c'est-à-dire que les mock drafts, à cette période de l'année, Oui. même si tu es un Français, que tu es super bien, ils ont vu le tournoi NCAA ouais, la March Madness. et Ouais, pour voilà. l'instant, ouais. Et du coup, ils voient que ça. Ouais. Et ensuite, il y a un autre souci, c'est que avec les playoffs en Europe, ben, du coup, il peut pas les faire les workouts. Mm, Exactement. c'est clair. Et ça, Tu vois. c'est une donnée importante, c'est vrai, pour les GM et tout. Oui. Et si on peut l'imaginer dans une équipe, moi j'avais entendu parler de ça et je peux vous dire que ça m'avait plutôt séduit, ce serait de le voir à Dallas. Dallas qui a le pick 13, je pense, qui aurait à peu près le pick 13. Et c'est clair que le voir, son playmaking, sa faculté de bien lire le jeu, à côté d'un Kyrie Irving, pour une équipe qui va être forte dès l'année prochaine, normalement, euh, je pense que ça pourrait être très intéressant de le voir au Mavs. Ouais, c'est clair, ils vont avoir le pick 11. À 11, je crois. Ok. C'est vrai que ouais, ça peut être pas mal. Yaya, tu t'en penses quoi? Ça te plaît ça ou... Bah, surtout être avec Jason Kidd, Ouais. Grave. Grave. bah, t'apprends un peu des meilleurs, tu vois. C'est pareil pour Mm. Portland. Tu vas à Portland Ouais. avec Chauncey Billups. Oups. S'il est encore là. Non, mais il a re-signé. Ah, il a Ouais. re-signé, ok. Il a Ouais. re-signé 3 ans, je crois. Juste avant la fin de la saison régulière. Ah ouais. Mm. Donc, ouais, tu vois, c'est les trucs, ça peut être pas mal, tu vois. Chicago, Billy Donovan, bof. Ouais. C'est vrai que Atlanta, bah non. c'est vrai que Portland, ils ont déjà pas mal de monde sur les lignes arrières. Ils ont Scoot Henderson, Shedon Sharpe, Anthony Simons. Je dis, Donc clairement, Et Dallas, même ça Ilian pourrait être Rupert, pas hein. mal. Enfin, même le petit Rupert. Ouais, moi lui, il est pas trop meneur, mais Non, enfin, mais Shedon Sharpe il est non sur plus, ligne mais là. ouais, ouais. c'est vrai que c'est sur les lignes arrière, ouais. Ah ouais. Mais ok, c'est vrai que ouais, c'est Avec une Rupert, bonne dont le piste. père a été champion de France avec Limoges. Mais bon, hein. Faut toujours que tu essayes de trouver comment le caler, ça, hein. Ah ouais, mais c'est le plus grand club de basket français. Bon, on va passer sur une dernière info. C'est John Horst, le GM des Bucks, qui a Oh, prolongé. fallait qu'on parle de Ah, Qu'est-ce qu'on mais a fait de mal? ça vient de tomber, ça vient de tomber, On écoute. vient t'aider, tu vois. On vient t'aider sur le podcast. Tout ça. Et à résultat des courses, tu nous parles de l'enfer des Bucks. Ah, explique-le à Cham Charania, hein, c'est lui qui a sorti l'info tout à l'heure. Mais donc, ce cher John Horst, il a prolongé de plusieurs saisons. Il est arrivé en 2017 à la tête des Bucks. La situation, elle est délicate. C'est le moins qu'on puisse dire pour Milwaukee. Ils sont menés 2-0 dans la série face à Indiana. Le timing, il est très étrange, je trouve.
pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas attendu la fin des playoffs, puisqu'on sait que ça peut changer énormément de choses si on se fait sortir au premier tour. Clairement, il va y avoir des discussions autour d'Yanis. En plus, l'équipe, elle est vieillissante. Il y a pas mal de joueurs en fin de contrat. Elian, toi, est-ce que tu trouves que cette décision, d'abord, elle est étrange d'un point de vue timing? Et est-ce que tu trouves que c'est bon pour les Bucks de continuer avec Horst? Écoute, moi je pense surtout qu'il va avoir du boulot en fait. Enfin là, s'ils se font sortir comme c'est parti pour le moment, s'ils se font sortir, il va y avoir du boulot. Parce que moi là, je suis Giannis, mais j'en ai marre en fait. Et cet été, je dis mais je me casse. Donc est-ce que c'est ce qui va arriver? Je sais pas. Mais ça fait déjà plusieurs saisons depuis qu'ils sont champions que ça passe plus vraiment, ça passe plus vraiment de cap. Donc, pour moi, ok, le re-signer, pourquoi pas, mais j'espère qu'ils ont un plan clair derrière de ce qui va se passer, et surtout en cas de sortie au premier tour contre Indiana, et comment gérer le cas Giannis. Ouais, c'est clair. Yaya, toi, ton avis sur ça? Sur le timing, je suis pas d'accord avec toi. Moi, complètement. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose en disant, ok, on sait que l'effectif est vieillissant, on sait qu'on va être obligé de reconstruire. Le cycle, il est passé. Maintenant, tu sais, on a essayé de faire un run en faisant venir Damien Lillard, de prolonger l'équipe qui a été championne. Ça n'a pas marché. Clairement, ça a été un flop. Du coup, ok, on a un GM qui a fait ses preuves puisqu'il a été champion. C'était pas le cas depuis les années 70. Avec Abdul Jabbar. Donc, là, qu'est-ce que tu fais? Tu gardes ton GM, tu as confiance en lui, et tu lui dis, ben voilà, tu vas être obligé de reconstruire. Tu as des cartes. Tu sais très bien que là, tu vas pas passer. Donc, ok, on a fait le taf. Maintenant, à toi, tu fais ce que tu veux. Tu vas chercher un coach déjà. Ouais. Tu vas, S'il vous plaît. Entendez mon appel. Ouais. Tu vas chercher un coach. Tu vas trader et un assistant aussi, parce que Darvinham et Doc Rivers. C'est vraiment un duo maléfique. Ah ouais, purée, là, c'est ouais, et surtout, impressionnant. tu vas surtout chercher une direction claire de ce que tu veux faire. C'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est. Et Oui, surtout, vas-y, et vas-y. je pense que la direction, si tu le prolonges tout de suite, c'est que tu veux te mettre tout de suite au boulot pour aller chercher des trades à la draft. Ah oui. Et parce que tu vas vouloir trader, il y a des joueurs à trader. C'est une forme de sécurité aussi. C'est une forme de sécurité d'envoyer ce message. C'est de se dire, exactement comme l'a dit Yaya, ça y est, c'est parti là, ça commence dès maintenant en fait. Et on te fait toujours confiance. Et après, je connais pas la relation de confiance qu'il y a entre lui et Yanis. Alors, je trouve qu'elle est plutôt bonne, puisque à chaque fois que Yanis a mis un coup de pression, Horst a fait des moves pour l'entourer. Il l'avait fait. Attends. Il l'avait fait en ajoutant Drew Holiday avant qu'on soit champion. Il l'a fait avec Damien Lillard. Ça n'a pas marché, mais au final, sur le moment où il fait le trade, je trouve que c'est plutôt une bonne idée en soi. Ouais, c'est vrai. Bon, là, clairement, dernièrement, le trade pour Kuzma, est-ce qu'on n'aurait pas Il pu a aller essayé. chercher mieux, etc. Ouais. Je sais pas. Moi, c'est vrai que je suis un petit peu partagé sur cette décision. Mais c'est clair que s'il faut faire des trades pour la draft, comme tu disais, Yaya, est-ce que, par exemple, si jamais Yanis en a marre et qu'il veut partir, est-ce que tu penses que on pourrait aller chercher un first pick contre Yanis? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait intéresser l'équipe potentiellement qui aurait le first pick? C'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour, T'as l'équipe qui a le first pick? Ouais, mais non, mais ah non, Non, l'inverse. Ouais, pour les Bucks, J'ai eu oui. peur. Ouais, j'ai Non, eu mais peur. ajouter d'autres choses. Ouais, moi aussi, j'ai eu Ouais, un non, peu mais, peur, j'étais en mode quand même. tu mets un paquet et le gars, c'est le C'est un monstre, troisième, hein, les gars. c'est le Ah, mais troisième bien sûr. joueur. Moi, c'est Après, mon joueur préféré. moi, j'aime Mais- pas le joueur, mais je reconnais le talent, tu vois. Ah, bien sûr. Ouais. Après, est-ce que aujourd'hui, pour gagner, tu peux gagner avec Yanis tout seul? Bah non. Ouais, tout Donc seul, t'es non. obligé de le mettre dans un effectif. Et aujourd'hui, le problème qu'il y a avec le CBA, c'est que si tu bouges un joueur comme ça,
tu fais comment? Mm. C'est Bah, plutôt c'est sûr qu'il faut la seule façon de récupérer. gagner. La seule façon de gagner, c'est de faire venir du monde à Milwaukee. Mais t'as quoi comme asset? Bah justement, tu vois, moi j'ai pas mal réfléchi puisque je suis un petit peu inquiet pour l'avenir de ma franchise, donc je me mets un Ouais. petit peu en mode John Horst et je Ouais. me disais, on sait que Brooklyn ils sont énormément sur Yanis ces derniers temps. Et Est-ce que tu l'aimes pas, hein, Yanis. Hein. non mais lui aussi Lui apparemment aussi il intéressé est par New York, ouais, il j'ai vu serait ça aussi. intéressé par les Non, non, Nets. non, 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 non. Et attends. Ouais, Elian, Onyx que tu veux. Elian. Par l'autre New York. Par l'autre New York. Non, 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 non. Et le petit marché là, non, c'est pas New York. Non mais justement, je me Par la disais. ville new-yorkaise. C'est New Jersey. Par la ville Et là, new-yorkaise. justement, les Nets, ils ont le sixième pire bilan. Ils ont 9% de chance d'avoir le first pick. Si jamais c'est eux qui l'ont, est-ce que vous pensez que un package autour de Nick Claxton, Cam Johnson, plus le first pick, ça Ça fait pas pourrait rêver toujours, hein. intéresser les Bucks? Reconstruire avec, justement, on a Brook Lopez qui est vieillissant Ah, et qui est mais en fin de contrat, donc le remplacer par Claxton. Euh, dehors Lopez. C'est ça. Là, Cooper Flag, donc, qui viendrait entouré par Cam Johnson. Lillard, après, je sais pas ce qu'il faut en faire. Je sais pas quelle valeur il a aujourd'hui. En vrai, je pense que ça ferait réfléchir parce que, en fait, se dire que à Milwaukee, c'est compliqué d'attirer des free agents et de se dire que, de toute façon, si Giannis il veut partir, vaut mieux que ça se fasse dans une bonne condition où tu récupères quand même un first pick, où tu as quand même l'espoir que ça devienne un top player. Donc, peut-être que ce sera le moment de le faire, effectivement, que plutôt d'attendre, de se retrouver à balancer parce que Giannis, en fait, il veut plus jouer et il veut pas commencer la saison. C'est ça. Moi, c'est un Donc, petit peu. c'est ça le truc. Non, mais il fera C'est un pas petit peu le ça. truc qui m'inquiète en fait, Il fera- c'est que même si Yanis il reste en fait et qu'on continue à gâcher son potentiel, qu'au final on le trade ou qu'on le perde trop tard, qu'il a moins de valeur, bah en fait j'ai un petit peu peur de ça et donc reconstruire avec potentiellement un Cooper Flag, moi c'est quelque chose, même C'est si je clair. serais déchiré de perdre Yanis, etc. Mm. Je trouve que ce serait une bonne consolation, mais Oui, mais il y a un truc que tu oublies, c'est que je suis d'accord, mais là tu parles avec le cœur de fan. Mais quelle franchise. Enfin, si tu récupères Yanis, c'est pas pour aller dans un marasme. C'est parce que c'est clair. c'est parce que tu vas aller gagner le titre avec un joueur qui va t'apporter une plus-value. Ouais. Donc, si tu es first pick, je suis désolé, mais à part peut-être New Orleans, mais il ne voudra jamais aller à New Orleans, je vois pas d'où tu fais un trade où tu auras une star vieillissante où tu auras quoi? Allez, 2 ans maximum au plus haut niveau contre un gars, un first pick. Enfin, c'est pas autour du first pick que ça va se jouer, ça, en fait. Ouais, Tu c'est vois? clair. Et Yanis, en signant son méga contrat, il sait qu'il est attaché à Milwaukee. Et lui, de toute Il y a- façon, il a toujours dit qu'il voulait rester aux Bucks, etc. Et oui, et il partira pas. Il partira pas. En revanche, il faut savoir qu'il va vers des années de galère, quoi, tu vois, où il va jouer avec des gamins et que il aura tous les ballons, mais il ira au play-in tous les ans, quoi. Et justement, si on part donc sur cette perspective-là, est-ce que selon vous, il faut trade Lillard cet été? Et si oui, qu'est-ce que les Bucks peuvent en attendre? Quelle valeur il a? On sait qu'il a énormément shooté dans la valeur, dans l'esprit collectif, je Ouais. trouve. Lillard, en fait, Lillard, c'est difficile de le juger sur les 2 premières saisons, je trouve. Après, je pense que vraiment, c'est plus le Lillard d'autrefois quand même. Même si c'est toujours un joueur, un très bon joueur. Je pense qu'il est plus exposé en défense que ce que l'on pense. Malheureusement, lui, c'est beaucoup un côté du terrain et l'autre, ça devient de plus en plus compliqué. Déjà parce que c'est pas un meneur de grande taille et en plus avec l'âge, bon, les qualités athlétiques, elles commencent aussi à baisser. Enfin, on se rappelle au début de sa carrière, il était capable d'envoyer des tomards de malade. Donc, moi, je pense que s'ils ont l'occasion de le trade contre un package assez sympa, je pense qu'il faut y aller là. Il faut y aller cet été en fait. Surtout Ok. surtout s'ils changent tout. Ouais. Moi, je pense que Lillard, surtout, c'est pas un gars de deuxième option.
c'est une première option. Et je suis pas Encore sûr à son âge là. il n'a pas fait le switch. Il n'a pas fait le switch dans sa tête. Et Ouais, c'est compliqué en fait. Tu vois. ouais. Le gars, c'était le mal alpha à Portland. Il faisait la pluie, le beau temps. Il allait dans le bureau du propriétaire en disant voilà, il faut faire ça, ça et ça. Mm. Et il se retrouve là où c'est Yanis qui fait ça. Mm. Donc on l'envoie à Washington au hasard pour qu'ils aient un meneur et ils nous donnent Cooper Flag ou Ça se fera pas, mais, Non, mais tu je vois, sais. un échange Jordan Poole. Mais j'en Damian veux Lillard. pas moi, Jordan. Ouais, Jordan Poole, c'est dur. Hein. Bah ouais, mais J'en veux pas enfin, moi. mais non, mais Franchement. sinon à Washington, tu traites qui? Bilal? Bilal. Ouais, mais Non, il est intouchable, Bilal, ils l'ont dit. Hein. Franchement, c'est pas assez en termes de salaire en plus. ouais. Ah oui non, clairement. Ça matche pas. Donc tu vois, Ouais, non, mais c'est clair que de toute façon la situation elle est merdique. Hein. On va pas se le cacher. John Hort, bon courage. bah, surtout c'est qu'ils ont ils ont beaucoup de contrats expirants. Ils vont avoir du cap. Ouais. Enfin, Non. du cap, oui. On a quand même Lillard et Yanis qui prennent plus de 100 millions à eux deux. Donc, On dit ça, Lillard, il va nous en foutre 45 au prochain match pour donner la victoire aux Bucks. Il est J'espère, capable hein, mais- encore. Hein. Il est Ah, capable mais bien encore sûr. de surprendre. Bien Sur- sûr. sur- Ouais, sur- et c'est pour ça que je te dis, tu vois, si tu dois l'exfiltrer, faut aller dans un endroit où je parlais tout à l'heure en rigolant de Yanis à New Orleans. Tu l'envoies à New Orleans. Ouais, ouais. Bon, tu refais le back court avec McCollum, hein, mais contre C'est créatif, McCollum. Ouais, et il nous donne Cooper ou non, toujours pas. Non, mais par contre. Et non, mais attends, tu vas pas prendre par contre- Cooper Flag et Yanis, c'est absolument pas, c'est pas des feats qui vont ensemble. Non, mais gars. par contre, Ouais. Orvan, si jamais New Orleans, ils ont le quatrième choix avant que la loterie soit faite. Mais si jamais il y a un Dylan Harper qui est dispo ou quoi, moi je serais extrêmement chaud. Mais est-ce que vous pensez que New Orleans pourrait trade un haut choix comme ça? Genre Non. pas le first pick, mais Non, il y a aucun intérêt. Eux, ils ont intérêt à prendre des jeunes. bah, pour récupérer Lillard, quoi. Ouais. Ouais. Non, Je non. sais Non, pas ça si peut tu as pas envie de assez. récupérer Lillard aujourd'hui. Franchement. Non, mais c'est- c'est la Je question que pense vous que posez. Ouais. Lillard, Justement, sa valeur, je trouve qu'elle est clairement descendue et c'est ça qui m'inquiète en fait. et limite, ça peut peut-être devenir un joueur qui va aller. Enfin, je pense pas que ce soit un gars comme ça, mais il a un peu le profil du gars qui finit par être un gars balancé d'équipe en équipe, un peu comme Chris Paul le fait sur sa fin de carrière, tu sais, où bah il va là, il est aux Spurs, il a encadré les jeunes, il a fait quand même une saison pas mal, mais ça peut un peu devenir ça, j'ai l'impression, sa fin de carrière. Ok. Bah, je pense qu'il a laissé passer son prime. Ouais, ça c'est clair. Bah oui, mais C'est clair. ça. Oui. Mais je pense qu'il, tu vois, s'il accepte de changer son rôle, mais c'est un gars, je suis sûr qu'il peut te, tu vois, troisième option dans une équipe, il te monte ton plancher, mais direct, quoi. Non, ouais. Ou alors, enfin, là, il faudrait vraiment qu'il accepte ça, mais je trouve que ce serait énorme. Ce serait dans une top équipe, 6e homme. Tu vois? Et je trouve que là, dans une seconde unit, Ouais. il dynamite. Après, c'est peut-être pas pour maintenant encore. Mais je trouve que ce serait vraiment incroyable, ça, par contre, de Non, le parce que voir. je suis pas d'accord avec toi. Moi, je le mets encore en meneur titulaire parce qu'il est capable d'organiser une équipe. Ouais, Ah, ok. bien sûr. Son playmaking est trop sous-estimé, je trouve. Là, il est à plus de 7 passes de moyenne sur Ouais. cette saison et tout. Il n'y a, Ouais. a pas que les passes décisives, il y a la gestion du timing et tout C'est ça. vrai, hein. les Ouais, gars. non, mais c'est ça, C'est mais, vrai là-dessus. ouais. Mais c'est sa défense, moi, que je trouve. Ça, de toute façon. Ouais, mais point faible. sauf que il est cachable. Oui. C'est Là, juste qu'au Bucks, il y a tu beaucoup mets un- de choses à cacher, quoi. Mais tu mets un 2 hyper défenseur, tu le Ouais, caches. un Ludort ou quoi, c'est Ou même un terminé. Nembhard. Hein. Ouais, même un Nembhard. Moi, Ouais, mais Nembhard au Bucks, je le signe tous les jours. Hein, putain. Mais oui, Ouais. mais il partira pas, Franchement. il partira pas de chez les Hoosiers. Non, Ah. des Nembhard, des Pacers. Oui, mais les Hoosiers, c'est les habitants de l'Indiana, mon jeune Ah, ami. pardon, je pensais que tu avais dit les Oh Wizards. là, putain, faut tout leur apprendre à ces gamins. Je pensais que tu avais dit les Wizards. Non, les Hoosiers. Ah, pardon. Bon, allez, ouais. on va terminer donc sur ce sujet-là. C'est la fin de ce podcast. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous aussi. C'était vraiment un plaisir. Et ciao à Plaisir tous. partagé. Merci.
Merci. Ciao. Plaisir partagé. Ciao.